Quand Jean invite son meilleur ami George à venir boire un petit expresso, ils savourent ensemble la profondeur et l'intensité de l'arôme d'Arabica. Mais savent-ils que ce café a coûté 5 Wh d'énergie environ? Qu'il a fallu qu'à une centaine de kilomètres, une centrale électrique augmente transitoirement sa puissance pour pouvoir alimenter la cafetière? Que cette énergie a dû voyager le long d'un réseau haute tension, puis basse tension, puis passe par le transformateur du quartier, pour finalement arriver jusque dans la résistante chauffance de la cafetière? Moi, je pense que très probablement, ils ne le savent pas. Ils appuient simplement sur le bouton et ils attendent. Et je pense qu'on est tous un petit peu comme Jean et Georges. Alors, peut-être un tout petit peu moins classe et charismatique, mais en tout cas, sur l'électricité, je pense qu'on est sur un pied d'égalité. Vous ferez l'exercice, dans votre entourage par exemple, je le fais régulièrement, de demander, est-ce que vous savez combien vous consommez d'électricité sur toute une année? Est-ce que vous savez m'expliquer quelle est la différence entre un kilowatt et un kilowattheure? J'espère que vous savez ce soir ici. Sinon, je me pose beaucoup de questions sur la formation à l'école centrale Nantes. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui consomme le plus entre une bonne soirée raclette et le fonctionnement continu d'une VMC pendant une semaine chez vous dans votre maison? On fait rarement l'effort d'essayer de comprendre. L'électricité est vraiment partout autour de nous, pourtant elle est invisible. Elle est le symbole de la modernité de notre société, et pourtant, avouons-le, on n'y connaît pas grand-chose. On a longtemps considéré qu'elle était là, présente, infinie, stable, et sans impact sur notre planète. On appuie sur le bouton, et le café coule. Alors comment on est arrivé là? Il faut commencer par la première révolution industrielle. On découvre qu'en brûlant du charbon, on arrive à dégager de la chaleur, on arrive à produire de la vapeur haute pression, on arrive à détendre cette vapeur via un piston ou une turbine pour générer un travail mécanique continu. C'est le début de l'industrie porté par cette nouvelle énergie abondante. Puis vient ensuite la seconde révolution industrielle. Et là, une invention va tout changer. L'électricité. On découvre qu'il est possible de faire voyager cette énergie. On construit alors des grosses centrales qui viennent puiser une énergie primaire dans notre sol pour la transformer en électricité. Parce que l'électricité, c'est la façon la plus économique et la plus logique et la plus facile pour transporter l'électricité. Du coup, on construit des centrales, puis on construit des petits réseaux aux alentours pour alimenter les maisons et les petites usines. Et comme ça, de proche en proche, le réseau grossit, les interconnexions se multiplient, et finalement, au bout d'un certain temps, toute la France est parfaitement maillée par ce réseau électrique qui devient rapidement absolument indispensable. On est donc aujourd'hui héritier de ces deux premières révolutions industrielles. Aujourd'hui, finalement, notre réseau, c'est quoi? C'est des grosses centrales électriques qui transforment une énergie qui vient du sol, qui chauffe un process thermodynamique, quel qu'il soit, qui permet de faire tourner en continu des grandes génératrices qui viennent générer donc du courant alternatif qui est ensuite poussé sur un réseau haute tension, puis basse tension, etc., jusqu'à nos prises 230 volts de manière unidirectionnelle. Bon. Mais on a le droit de se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la bonne façon, la meilleure façon de se prendre un petit café? À l'heure où nos réserves on découvre que nos réserves sont finies, que le prix de l'électricité grimpe en flèche et qu'il est de moins en moins rare d'avoir des coupures d'électricité chez nous à cause d'événements climatiques complètement fous, on doit collectivement se poser cette question. Peut-on et doit-on continuer à produire et à consommer son électricité à la maison comme on l'a toujours fait? En définitive, ce que l'on cherche, c'est une source d'énergie électrique qui soit propre, bas carbone, en quantité importante et qui soit surtout économiquement abordable. Alors, est-ce que c'est possible?
Eh bien, peut-être. Mais pour ça, il faut arrêter de creuser le sol, de regarder sous nos pieds et commencer à lever la tête. Le soleil brille partout, tout autour de la Terre. Et même parfois à Nantes. Et on sait maintenant efficacement transformer cette énergie du soleil en électricité, soit directement par le solaire photovoltaïque, soit indirectement par l'éolien ou même la biomasse. Donc produire de l'électricité renouvelable, bas carbone et propre, c'est OK, on sait faire. Mais est-ce qu'on en aura suffisamment pour nos maisons? Et est-ce que ce sera économiquement rentable? Et du coup, je vous propose peut-être de faire le calcul ensemble, simplement, entre ingénieurs. Aujourd'hui, un foyer moyen consomme, je réponds à la question, un foyer moyen consomme environ 5000 kWh par an, soit à peu près 1 million de tasses de café. Si vous installez 1 kW de panneaux solaires en France, vous allez produire en moyenne sur le territoire 1000 kWh par an. C'est-à-dire qu'il vous faut 5 kW pour pouvoir produire l'équivalent de votre consommation annuelle. Et 5 kW, ça représente environ 25 mètres carrés. 25 mètres carrés, ce n'est pas 1 mètre carré, mais ce n'est pas non plus 1 hectare de panneaux solaires. Je pense que l'ordre de grandeur paraît pertinent. On se dit qu'on peut trouver un pan de toit, un bout de jardin pour installer des panneaux solaires. Ok. Mais est-ce que, économiquement, c'est intéressant? Alors, hier, pas du tout, mais aujourd'hui, absolument. Il faut que vous sachiez qu'on a passé depuis quelques années ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire le moment où le prix de l'électricité fabriquée par des panneaux solaires que vous consommez chez vous est moins cher que l'électricité que vous achetez sur le réseau. En 50 ans, le prix des panneaux a été divisé par 1000. Donc aujourd'hui, vous décidez d'installer 5 kW dans votre maison, ça va vous coûter à peu près 10 000 €. C'est les prix de marché actuellement. Si vous rapportez le coût de cet investissement à l'intégralité de la production d'énergie que vous allez faire sur toute la durée de vie de l'installation, vous calculez un prix d'énergie moyen de 8 centimes d'euros du kilowattheure. C'est donc aujourd'hui et sans subvention 3 fois moins cher que le tarif réglementé que vous pouvez avoir avec votre fournisseur d'énergie. Ok, tout est dit. Énergie renouvelable, bas carbone, propre, en quantité suffisante, et surtout, c'est abordable. What else? Mais il y a un éléphant au milieu de la pièce. Les énergies sont renouvelables, mais ne sont pas pilotables. Il nous faut résoudre le problème majeur qui est l'adéquation entre la production et la consommation. Puisque l'électricité et la physique, surtout, est têtue et nous oblige à avoir une parfaite adéquation entre la production et la consommation. Et c'est pour ça que notre ami Jean, quand il appuie sur le bouton de sa cafetière, instantanément, il faut que quelque part, une centrale électrique augmente un tout petit peu sa production. Ok, alors comment on fait? Comment on fait ça? Tout d'abord, la première étape, c'est de décaler nos profils de consommation. C'est de consommer plus au milieu de la journée quand le soleil brille. Et ça, par exemple, on peut le faire. Je pense que vous avez tous un ballon d'eau chaude chez vous, un ballon d'eau chaude souvent électrique, qui fonctionne plutôt la nuit. Et pourquoi il fonctionne la nuit aujourd'hui? C'est parce qu'on a beaucoup d'énergie électrique nucléaire en France et que les usines sont plutôt arrêtées la nuit. Et du coup, il faut écouler cette énergie et on vous incite donc à lancer vos ballons électriques la nuit avec le tarif heure pleine, heure creuse. Mais il n'est pas du tout insensé de penser qu'on puisse demain déclencher nos ballons d'eau chaude au milieu de la journée. Ça va nous permettre de booster le taux d'autoconsommation de notre installation solaire. C'est-à-dire garder plus d'énergie dans la maison par rapport à celle qu'on pourrait renvoyer sur le réseau. Ok, première étape. Mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant puisqu'on ne pourra pas décaler tous les usages. Donc la deuxième étape, ça va être de stocker son énergie. C'est-à-dire remplir un réservoir pendant la journée pour pouvoir le vider, soit le matin, soit le soir, quand on est à la maison. Et ça paraissait une utopie il y a encore quelques années. La technologie n'était pas prête, les coûts étaient très importants.
Mais il faut savoir que les batteries ont connu une formidable accélération ces dernières années, comme le photovoltaïque. Il faut que je vous partage qu'il y a une quinzaine d'années, une petite quinzaine d'années, mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai commencé ma carrière chez Renault et j'ai intégré le tout naissant département des véhicules électriques. J'ai eu la chance de participer à la mise sur le marché du premier véhicule de chez Renault, qui était la Renault Zoé. À cette époque, quand vous achetiez une Renault Zoé, elle vous était fournie avec une batterie de 22 kWh. C'est-à-dire que vous pouviez faire environ 100, 120, peut-être 150 km avec un seul plein, ou plutôt une seule charge. Aujourd'hui, vous achetez le même véhicule, je ne fais pas de la pub pour eux, mais si vous achetez le même véhicule, vous serez livré avec une batterie de 52 kWh. Et vous pourrez donc faire jusqu'à 300 km. Ça a plus que doublé. Et dans le même temps, le prix de la batterie a été divisé par 3. Et cerise sur la batterie, vous pourrez en plus continuer à produire de l'électricité chez vous, même en cas de coupure du réseau. Ok, donc on commence par décaler, puis on vient stocker, mais ce ne sera toujours pas suffisant. Pourquoi? Il vous sera très difficile d'être 100% autonome. Il y aura toujours quelques jours dans l'année, et principalement en hiver, où votre production d'énergie solaire n'arrivera pas à complètement compenser votre consommation. Alors comment on fait? Eh bien, on va compter sur son voisin, et puis son voisin, il va aussi compter sur nous. J'ai oublié de passer les slides. Parce que si vous avez normalement à peu près la même météo que votre voisin, sauf si vous avez un microclimat au-dessus de votre maison, en revanche, vous n'avez pas forcément le même profil de consommation. Donc, on peut imaginer que votre voisin vienne vous vendre un petit peu d'électricité à un moment qu'il aurait stocké, s'il ne s'en sert pas, et que vous, le lendemain, vous puissiez, en retour, lui fournir de l'énergie. C'est-à-dire que nos réseaux vont devenir bidirectionnels. Chacun sera une petite centrale électrique de quelques kilowatts associée à un équipement de stockage de quelques kilowattheures ou dizaines de kilowattheures. Et ça, c'est rendu possible par une technologie qui est mature aujourd'hui. On sait contrôler la charge et la décharge instantanément de nos batteries grâce à l'électronique de puissance. On sait, grâce aux technologies de communication et de comptage, faire des échanges qui soient très bien contrôlés. Et comme Internet qui nous permet d'échanger de l'information, demain, on aura pareil de l'échange d'énergie entre voisins. Et ça, c'est extrêmement positif. C'est un cercle vertueux, car ça va nous obliger à mieux comprendre cette énergie, puisqu'on sera demain obligé de faire des arbitrages. On sera obligé de choisir, est-ce qu'on décide de consommer son énergie maintenant? Est-ce qu'on décide de la stocker? Est-ce qu'on décide de la vendre à son voisin? Ou est-ce qu'on décide, au contraire, de lui en acheter? Et évidemment, on sera aidé par tout un tas d'algorithmes qui vont mieux comprendre nos fonctionnements et nos besoins et nous aideront à faire ça automatiquement, bien entendu. Mais néanmoins, on sera obligé d'être capable de répondre aux 3 questions que j'ai posées dans mon introduction. Et ça, c'est vertueux puisqu'il y a de nombreuses études académiques qui ont montré que quand on commence à s'intéresser à sa consommation en direct, on arrive mécaniquement à la réduire. On arrive à la réduire jusqu'à 23%. Pourquoi? Puisqu'on chasse le gaspille. On est au courant, on chasse le gaspille et on se prend au jeu de venir mieux consommer. Demain, basculer vers des énergies renouvelables, c'est pas seulement changer de source d'énergie, mais c'est changer l'architecture de notre réseau. Passer d'un réseau centralisé à un réseau décentralisé. Demain, nous ne serons plus seulement des consommateurs passifs, nous serons des consommateurs actifs dans notre quotidien énergétique. Donc demain, quand vous appuierez sur le bouton de votre machine à café, au lieu d'attendre bêtement comme Jean et Georges, pensez-y, vous aurez aussi du grain à moudre. Merci.